Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, lundi 24 avril 2023, je reçois Delphine Baratier en interview sur ce podcast. Donc Delphine Baratier, c'est une naturopathe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire qui a créé la formation que j'ai faite en fait pour me spécialiser moi-même dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est une personne que je trouve très très inspirante, très très intéressante, qui a un franc-parler inimitable et un esprit rebelle que j'apprécie beaucoup. Et donc j'étais vraiment ravie de la recevoir sur le podcast, à la fois pour qu'elle nous partage son expérience à elle des TCA, sa vision en fait des TCA, de la grossophobie, etc. Et puis aussi on a discuté en fait de l'approche naturopathique pour l'accompagnement des TCA et l'approche de la pleine conscience, etc. qu'elle m'a enseignée, et on a discuté en fait un petit peu de nos approches. Et si j'avais envie de discuter tout ça avec elle et avec vous en fait, pour que vous puissiez nous entendre, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre mes réflexions et toutes les pistes en fait de réflexion qui m'ont mené à construire mon accompagnement Cookie Forever, donc mon accompagnement pour les TCA, pour que voilà vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe dans ma tête quand j'établis des pistes de protocole, quand j'ai voilà comment je construis en fait mon accompagnement, et pour que vous puissiez aussi à votre tour réfléchir sur nos différentes approches, parce que voilà, même si c'est elle qui m'a enseigné des choses, voilà, vous verrez au cours de l'interview, on n'est pas forcément d'accord à 100% sur tout, mais comme ça voilà, vous pouvez un petit peu plus comprendre mon approche et vous pouvez un petit peu plus comprendre l'accompagnement Cookie Forever du coup, que je vous invite à aller lire le détail dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner en ce sens. Je vous laisse avec cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute et du coup une très belle journée aussi. À très bientôt. Bonjour Delphine, bienvenue dans mon podcast. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben, ça va bien. Écoute, je pense que je n'ai pas le même temps que toi là. Il fait très très couvert. Il pleut. Ouais, moi ça va. Il pleuvait ce matin, mais ouais. En tout cas, merci beaucoup de prendre ce temps de venir dans mon podcast. Je suis très contente de te recevoir parce que je me souviens très bien que avant de valider mon inscription à mon école de naturopathie, j'ai tapé naturopathie dans Apple Podcast et c'est comme ça que je t'ai découverte. Et donc, tu as été un petit peu une des premières références. Et puis t'avais pas posté de podcast pendant un petit moment et je suis retombée sur un de tes épisodes qui parlait de TCA. Je crois que c'était cet été. Et du coup, j'ai décidé d'aller te suivre sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation Nutrizen, à laquelle je me suis inscrite tout de suite. Donc voilà, je suis très contente de te recevoir parce que t'as été un petit élément déclencheur. Donc voilà. Bon. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, nous dire qui tu es niveau perso et pro, voilà. Alors déjà, dans un premier temps, je te remercie pour cette invitation complètement spontanée. Donc ça a été rigolo de lire tes messages. Je me suis dit, tiens. Et puis de constater. Si ça, j'avais repéré que tu avais fait partie de mes apprenantes sur Nutrizen. Donc merci de ça. Alors qui je suis, on va commencer dans les je suis, ce que je déteste. Je m'appelle Delphine Baratier parce que je suis illimitée. Je m'appelle Delphine Baratier et ma présence sur les réseaux sociaux est relative au fait que je pratique la naturopathie. J'ai suivi une école de naturopathie en 2017 pour aller vers une reconversion professionnelle. Et puis j'ai été mise en contact dans cette école avec les approches psychologiques, bien évidemment, et on va dire la position du thérapeute, c'est comme ça qu'étaient appelés les cours. Et du coup, je me suis spécialisée dans des psychopratiques, puisque nous n'avons pas le droit de dire psychothérapie, dont la psychologie positive que moi je pratique toute seule depuis des années, depuis plus de 10 ans maintenant.
Et j'ai aussi, donc je suis praticienne en PNL aussi, et coach de vie sur le premier niveau. Donc voilà, c'est des titres RNCP, faut en parler comme ça. Donc ça, c'est une partie on va dire, des thématiques que j'utilise. Et avec tout ça, donc je fais des consultations et je crée des contenus pour des entreprises autour du bien-être. Donc ça peut être des contenus écrits, beaucoup de contenus écrits, des photos. Donc tu vois, des communiqués de presse, du community management, des suivis de feeds de réseaux sociaux, des lettres experts. Je fais aussi de la formation pour les professionnels pour la plupart du temps. Et à côté de ça, l'année dernière, j'ai fait une école de chef culinaire puisque je suis encore et à nouveau sur un cheminement en reconversion professionnelle pour aller encore plus loin. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Alors, donc moi, la façon dont je te connaissais le plus, du coup, c'était ta casquette naturopathe et accompagnante en troubles des comportements alimentaires. Ouais. Est-ce que tu peux déjà revenir dans un premier temps par rapport à ton parcours en fait dans les TCA? Est-ce que tu peux partager un petit peu ton histoire et pourquoi tu as voulu accompagner aussi d'autres personnes dans ces situations que tu as vécues? Alors, oui. Oui. Donc moi, les TCA m'ont touchée, comment te dire? J'ai commencé à vouer un culte à mon corps, je sais pas, je devais avoir 10 ou 11 ans, mais un culte dans le sens où bien évidemment, enfin c'était un faux culte, puisque je n'aimais pas mon corps. En gros, c'était ça et que, je le trouvais trop gros. Pour la simple et unique raison que j'ai commencé ma puberté a commencé vers l'âge de 10 ans et demi. Je me suis retrouvée en CM2 avec mes règles. Donc forcément, le corps s'est développé avec ce qui devait se développer à ce moment-là. Et ce qui a été curieux dans cette histoire, c'est que, tu sais, tu traverses cette partie de l'adolescence où tu n'as plus l'air d'une jeune fille, mais déjà d'une femme, et que tu attires le regard des hommes plus âgés, parce que c'est frais, ça tient bien, c'est rond. Et en fait, j'ai été vraiment à la base et à l'origine, tu vois, c'est marrant, j'avais jamais parlé de ça, mais l'origine de tout ça, c'est ce regard masculin sur le corps. Et j'ai eu la chance, je dois le dire, d'être née avec des avantages, on va dire, physiques. Et de me dire, en fait, mon existence ne va passer que par mon corps. C'est-à-dire que en tant que femme, même en tant que jeune fille, le regard de l'homme ou l'attrait de l'autre, l'attention qu'il peut me porter, va passer par mon corps. Ce corps est joli et il est regardé. Et ça a commencé un peu comme ça, tu vois, en se disant, en fait, ok, la seule plus-value que j'ai, c'est ça. Blonde, voilà, machin, tu vois. T'étais Et blonde. ouais, j'étais blonde, j'étais très blonde quand j'étais jeune, aux yeux bleus, verts, tu vois. Donc je rentrais dans des archétypes assez standards à ce sujet. Et je me suis dit, en fait, c'est la seule chose, il faut impérativement que j'entretienne ça, parce que c'est ça qui me donne de la valeur. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure du temps, tu te dis, en fait, c'est mouvant tout ça, tu n'as pas de contrôle là-dessus, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc tu fais du sport, tu fais des régimes, tu fais des massins, et donc j'en suis arrivée à faire de la boulimie compensatoire. Donc ça veut dire qu'en fait je mangeais et je faisais beaucoup de sport. Moi c'était un petit peu, voilà, j'ai essayé de vomir, je n'y suis jamais arrivée. Bizarrement mon corps n'a jamais voulu, mais voilà, j'ai oscillé, on va dire, entre l'anorexie, des grosses périodes de restriction et la boulimie compensatoire parce que je faisais beaucoup de sport derrière. Donc voilà, ce qui fait que j'ai connu cette souffrance du corps. J'ai connu en fait ce qui se passe à l'intérieur d'un corps qui ne convient pas, qui ne convient jamais, dans lequel tu es dans le contrôle permanent et par lequel tu as la sensation que tu ne tires que ta valeur de ça en fait. L'intérêt que les gens te portent, c'est ça. Parce que on l'entend aussi. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Alors tu dis finalement j'ai que ça, c'est très réduit, mais j'ai que ça. Et le fait aidant, c'est que en plus quand on avance en âge, les choses changent. Tu vois, il y a des choses que tu maîtrises pas.
Donc, bah ok, ça part en vrille d'un côté, il faut faire encore plus d'efforts, tout ça. Donc, quand je te parle de ça, là, je vais avoir 43 ans et à l'orée de mes 30 ans, j'étais encore dans la problématique. Voilà. Et puis derrière, j'ai découvert diverses choses que tu as donc appris en cours, hein, qui sont enfin l'alimentation consciente, après greffée à d'autres choses, hein, la psychologie positive aussi. Et là, je me suis dit, en fait, non, ma valeur est ailleurs. Mais ça a été tout un cheminement pour sortir de tout ça, en fait. Voilà. Ok. Merci d'avoir partagé ça. C'était très intéressant, effectivement, ce rapport au regard des hommes. Je pense que je vais aussi réfléchir à la question parce que je pense que ça peut être aussi une cause aussi de mon côté. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton approche en tant que naturo et pourquoi tu as décidé d'arrêter de faire de la naturo généraliste pour ne plus accompagner que dans le cadre des TCA ou des émotions? Comme je sais, tu prends aussi des Ouais. cas de dépression en dehors des TCA, mais Oui. sinon. Alors, en dehors des TCA, donc c'est vrai que mes consultations, j'ai pas précisé, mes consultations aujourd'hui ne tournent qu'autour des troubles du comportement alimentaire et de la dépression et de la gestion des émotions. Donc, il y a un peu de burn-out aussi, mais parce que tout est très corrélé. En fait, hein, les TCA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, du fonctionnement interne, finalement, de ce qu'on est. Et souvent, il y a des états dépressifs derrière. Enfin, là, c'est souvent. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce qu'en fait, voilà, j'ai fait mon école de nature en 2017, j'avais des étoiles plein les yeux, des trucs OK, parce qu'on s'aperçoit finalement, moi à la base je viens du monde des beaux-arts, donc si tu veux, j'appréhende le monde avec ce côté, les yeux grands ouverts avec des étoiles, ça c'est mon truc. Tout est beau, tout est génial. Donc voilà, et plus c'est fascinant et plus ça m'intéresse. Donc le corps m'a intéressée, l'anatomie m'a intéressée. Bon après j'ai des racines campagnardes, tu vois, ataviques de ce côté-là, vraiment sur une approche grand-mère, les tisanes, les machins, les ci, les ça, ok. Bon, manger des produits de la campagne, machin, respirer, aller dehors, regarder les fourmis pendant 1 heure, enfin voilà. Donc c'est des trucs, la contemplation, tout ça, c'est des trucs en fait que j'ai connus enfant. Bon, alors donc en naturo c'était cool. Et puis après, en fait, si tu veux, je me suis aperçue que cette problématique-là, qui m'avait moi, voilà, travaillé, n'était pas abordée nécessairement au niveau de la naturo. Et c'est venu contraindre, justement, puisque moi, je pratiquais l'alimentation consciente avant de rentrer en école de naturo. Et tu sais bien qu'en école de naturo, on te dit faites ça, faites des jeûnes, faites machin, faites des jus, faites tout un tas de trucs, tu vois. Et moi, forcément, avec mon caractère rebelle, je me suis posée en me disant mais là je suis pas d'accord en fait, vous êtes en train de créer une règle alors que moi ma règle c'est manger quand je veux, ce que je veux, comme je veux. Ah oui mais bon, donc j'ai testé des trucs et des machins, j'ai regardé ça de loin, si tu veux, typiquement le jeûne. Je me suis dit mais jamais je fais ça en fait, parce que meuf, en gros si je fais ça, ton jeûne j'en sors pas, parce que moi la faim je la connais, je peux rester des jours et des jours sans manger. Donc ne me teste pas sur ce sujet. Parce qu'effectivement, il y a une dangerosité. Tu vois, tu es toujours en train de friser avec des notions. Bon, maintenant j'ai travaillé encore, hein, donc si tu veux, ok, je pourrais faire un jeûne, mais en soi et en l'état, il y avait des règles en fait qui me contrariaient. Donc c'est là où je me suis dit, ok, la naturopathie et le traitement des TCA, l'accompagnement des TCA, il y a des choses à prendre dans la naturo, mais pas tout. Et il y a une approche spécifique du cas TCA, hein, tu vois, quand tu as suivi Nutrizen, tu as dû voir, en gros, et c'est ce que je précise, en fait, je balaye tout ce qu'on sait. Bon. Et puis après, il y a autre chose, alors ça, c'est un petit peu parce que je suis passionnée par le sujet, et que du coup, ce que je vais prendre dans la naturo, c'est le bien vivre, c'est l'être bien. Ok, c'est qu'est-ce que je mets en place dans toutes ces choses et tout ce qui existe et qui me font du bien. Parce que l'idée, c'est ça. Quand je me fais du bien, je me valorise. Si je me valorise, je trouve de la valeur autrement que dans mon corps. Ok, donc tu vois, il y a des choses qui s'entraînent. Mais après, de manière assez globale, je remarque, peut-être que tu l'as remarqué également dans ta pratique, que les naturaux sont quand même très fermés, hein. C'est des gens qui sont très fermés d'esprit. Alors, outre le fait que j'ai constaté quand même depuis un petit moment, hein, je rentre dans ma 6e année, je remarque un peu des comportements qui sont pas du tout congruents en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'on travaille dans le bien-être, mais en fait, on est des vrais
dictateurs, outre le fait d'être des vraies punaises, parce que oui, il y a des punaises. Ouais, il y a des gens qui ont des comportements. Moi, je comprends pas ça. Enfin, voilà. Tu travailles dans le bien-être, en fait, tu maltraites les autres. Et c'est vrai. Enfin, moi, c'est ok, hein, tu vois, de mon constat et de ce que je regarde. Ce qui fait que d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup fui les comptes de naturaux, les machins. Voilà. Parce que ça me hérisse le poil, parce que j'en ai marre de ces dogmes, parce que je trouve que dans la naturo généraliste, soi-disant qu'on est censé faire de l'individu dépendant, alors qu'on édicte des protocoles selon des règles, il n'y a pas d'adaptation, on crée du stress chez l'autre. Voilà, j'ai du mal avec ce côté très coincé, fermé, réglé, cadré, et on sort pas du cadre, et si on sort du cadre, on est une mauvaise personne. Donc, bon. Ça, c'est des choses, ça me convient pas. C'est un discours qui ne me convient pas. Et puis après, en face de ça, il y a aussi des gens, et ça, j'ai du mal, qui sont bien dans leur caca. Tu vois? Et toi, tu vas prendre du temps à donner, alors à expérimenter, à essayer d'amener à essayer d'expliquer, à essayer de tout ça. Tu vois, hier, j'étais en pharmacie, je te donne cet exemple. J'étais en pharmacie, la nana, elle arrive, elle me dit: «Oui, je voudrais des trucs pour dormir». La jeune fille, franchement, honnêtement, probablement ton âge. Donc tu vois, en âge de comprendre les choses, hein. On n'est pas en train de buter avec un espèce de pseudo, tu vois, je suis un adulte, je sais tout, machin, susceptibilité d'adulte. Donc, et puis elle me dit, oui, je voudrais des trucs pour dormir. Je dis, mais pourquoi vous ne dormez pas? Est-ce que vous avez identifié la problématique? Elle me dit, oui, je suis développeur web, donc je travaille sur mon ordi, je sors jamais, je suis constamment sur mon ordi et tout, et du coup, je me couche à des heures pas possibles, genre du 2-3 heures du matin. Je la regarde, je lui dis, bah alors déjà, dans un premier temps, on va remettre quelque chose là, non? Est-ce que vous voulez pas commencer à décaler les heures de coucher? Elle dit, ouais, mais je me lève à midi. Je lui dis, bah demain, décidez que vous commencez à 11 heures. Et puis vous décalez petit à petit jusqu'à ce que ce soit un horaire à peu près correct pour vous, tu vois, 9 heures, 9h30, j'en sais rien. Mais que, tu vois. Et là, elle me regarde, elle me dit, non, mais attendez, enfin non, quoi. Elle dit, moi, je travaille le soir. Je lui dis, bah c'est super, bah en fait, je vais rien vous donner. Puis à un moment donné, c'est pas mon pilule et ma pilule et mon complément alimentaire qui vont régler le problème du fait que t'es pas capable de régler tes horaires. T'as pas envie de le faire, c'est pas moi qui vais le faire. Tu vois? Et en fait, si tu veux, je suis un petit peu fanée et agacée par ce type de comportement-là. Parce que du coup, du point de vue de la personne qui arrive comme ça, encore une fois, on nous prend pour des médecins en blouse verte. Alors, tu sais, on dit que le naturo a le syndrome du médecin en blouse verte, mais la personne qui l'approche, ça va être pareil. C'est-à-dire, en fait, je veux pas un médicament, je veux un truc naturel, mais pour régler mon truc en 3-6-4 et que, ok, derrière, je n'engage rien, ni aucune réflexion sur mon comportement, ni de test par rapport à ce qui pourrait me convenir. Parce que c'est vrai qu'en tant que naturo, c'est ce qu'on dit aussi. Vous êtes allergique au gluten, ok, mais vous avez un seuil de tolérance. Chacun va avoir son seuil de tolérance. Donc, il y a une intolérance au gluten, d'accord? Je vous propose de noter pendant une semaine et de voir un petit peu au niveau des quantités. Ah bah non, c'est trop contraignant. Ah bah si tu le fais pas, je vais pas le faire. Et si tu veux, moi, il y a un moment donné, en gros, je peux pas souvent, comme je dis, traîner la totalité des wagons avec moi, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je prends les gens qui ont envie, puis là, je peux leur donner beaucoup. Mais après, les autres, si t'as pas envie, t'as pas envie. Si tu viens juste me voir pour me faire perdre du temps, en fait, je suis pas là pour faire du chèque. C'est ce que je dis souvent. Donc, non. Du coup, voilà, j'ai décidé de me passionner uniquement pour les sujets sur lesquels moi j'ai une implication et pour laquelle je sais aussi que je peux emmener les gens à changer, enfin avancer, évoluer, construire, faire autre chose, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Je t'ai posé cette question parce que j'avais écouté du coup ton épisode de podcast sur la mauvaise foi des gens. Donc ça fait plaisir que tu parles de ça parce que du coup ça fait aussi la transition pour l'autre question, la prochaine question. Dans la formation, donc tu nous enseignes que quand on démarre un suivi TCA avec une personne, on va pas lui donner de conseils nutritionnels pour pas lui insuffler d'injonctions, de règles, etc. parce qu'elle doit se libérer de ces règles-là. Donc moi, j'avais quand même
J'ai un peu de la difficulté à faire ça à 100% parce que je me suis retrouvée face à des personnes Mhm. qui mangeaient très mal, qui avaient aucune connaissance, qui mangeaient que des barquettes ou qui, voilà, très industrielles et qui étaient en appétence, c'est le cas de le dire, Mhm. de faire des efforts par rapport à ça. Et je me Mhm. suis aussi retrouvée dans l'autre cas de figure de personnes du coup plutôt type tendance anorexique qui voulaient savoir comment manger plus. Donc, comment trouver la juste mesure et comment on peut combiner l'importance pour la santé et de manger sainement, de manger brut, de cuisiner des choses nourrissantes et en même temps l'accompagnement des TCA, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi manger sainement? Bah, cuisiner des produits qui sont plutôt naturels, nourrissants, voilà. Il y a quand même manger sainement, c'est vraiment, on peut entrer beaucoup de choses dedans, ça peut être très restrictif aussi. Mais il y a quand même, voilà, c'est sûr qu'une barquette à mettre au micro-ondes, j'aurais quand même du mal en tout cas, de manger ça constamment tous les jours, on peut pas dire que ce soit une alimentation santé, quoi. Ok. En fait, tout dépend ce que tu mets derrière sainement. Mmh. Qu'est-ce que c'est manger sainement? Est-ce que, donc tu m'as dit c'est cuisiner. Si j'entends un petit peu ton propos, ce serait manger cuisiner des produits bruts, sains, bio, c'est-à-dire si tu cuisines peu transformé, c'est ça que Mmh. j'entends? Donc Ouais. sans adjonction supplémentaire de sucre, de gras, de choses, Mmh. voilà, ou même éventuellement des je ne sais quoi, enfin voilà, OK. Mmh. En fait, pose toujours cette question à la personne. Qu'est-ce que c'est pour elle manger sainement? La plupart du temps, dans le cadre des TCA, la personne manger sainement, c'est être mince. C'est manger des choses qui vont faire que je suis mince. Mmh. Donc je ne vais pas prendre de poids. Ouais. D'accord. Pour toi et moi, manger sainement, nous sommes d'accord, c'est effectivement des produits bruts, Mmh. frais, locaux, de saison, Mmh. cuisinés, mais pas trop transformés. Mmh. Donc du cru, du cuit, du décrudit, du vapeur, du machin, etc. Bon, éventuellement, de temps en temps, des cuissons, mais en tout cas, voilà. Pour toi et moi, c'est ça. Et tu as dit, très justement, il faut, à l'intérieur, j'ai, nutritionnellement parlant, un apport intéressant. Mmh. Ok. On n'est pas au même endroit. Mmh. Si tu prends par exemple le régime des diabétiques, si tu prends toutes ces histoires qui tournent autour de la charge glycémique et de l'indice glycémique, une personne qui va avoir une stéatose hépatique ou une personne qui va avoir du diabète par exemple, on va lui dire ok, il va falloir cuisiner et manger des choses pour lesquelles l'indice glycémique et la charge glycémique sont moins élevés, peu élevés, ou en mode low carb, comme on appelle ça en Mmh. ce moment. Ok. D'accord. Donc, si je vais par là, une barre chocolatée, l'indice glycémique est plus faible qu'une banane. Mmh. Si je suis la logique, je dois manger sainement, pour entretenir ma santé, Mmh. dans le cadre d'un régime pauvre en indice glycémique. Il vaut donc mieux que je mange une barre de Mars qu'une banane. Une barre de Mars, je crois que c'est 35 ou 40. Une banane, c'est 70 en IG. Mmh. D'accord? Toi, de l'extérieur, tu vas te dire, mais non, vous mangez une banane, madame, parce que sur le plan nutritionnel, je me fiche de savoir si l'indice glycémique est de 70. Je crois que c'est ça, hein. L'indice glycémique est de 70. Parce que dans la banane, je vais trouver des nutriments essentiels dont vous avez besoin. D'accord? Donc, l'idée, qu'est-ce qu'il y a toujours derrière dans ce sujet de dire je mange sainement? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne en face? Qu'est-ce que ça sous-tend? Autre chose, en naturopathie, il y a des sujets qui nous disent oui, je dois pas manger de fruits après le repas. Oui, il faut pas associer des farineux avec ceci, cela. Oui, il faut faire comme ces nanas et manger des jus le matin. Alors j'ai pas de fibres, moi, par exemple, typiquement, je trouve que ça ne m'intéresse pas. Il y a pas les fibres, ça ne m'intéresse pas. Oui, il faut manger du cru. Il y a des personnes qui supportent pas le cru. Ça les met dans un état irritatif. Laisse tomber, c'est pas la peine. Oui, tati. Bon, alors, il y a autre chose qui fait prendre du poids, on le sait, c'est, quelle est la première cause?
Le stress. D'accord. Le stress va générer ces fameuses poussées de cortisol. Quand je suis au régime, cortisol. Quand j'essaye de manger sainement pour perdre du poids, pas pour être en bonne santé, pour perdre du poids, je crée des stress parce que je me frustre, je mange pas ce que j'ai envie d'un gâteau, je ne le prends pas, j'ai envie de ci, j'ai pas envie. Ok, ça c'est trop gras, ça c'est machin, ça c'est ok. Donc je crée constamment du stress autour de ça. Le cortisol fait grossir par effet, tu sais, indirect. Donc moi, je te pose la question encore une fois, c'est de la même manière. Admettons que je vive en ville, j'ai 3 gosses, je suis seule. Il faut que je fasse attention à mes rentrées d'argent, ceci, cela, c'est stressant, j'ai des horaires, je prends les transports en commun, je vis dans la pollution, mais je mange sainement. Mais en fait, ça sert à rien. Ou je mange sainement, tellement sainement qu'en fait, je me frustre de tout. Mais en fait, ça sert à rien. En termes d'assimilation, ça ne te profitera pas. Et en termes de stress, tu en as tout le tour du ventre. Donc, tu peux manger sainement tout ce que tu veux. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça va créer une balance entre le stress et ce que je mange, tu vois. Le stress va m'acidifier. Ce que je mange va me permettre un petit peu de rééquilibrer tout ça. Si je mange anti-inflat, etc. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, à quel moment, si tu veux, encore une fois, la nourriture devient un dogme? À quel moment je suis constamment en train de réfléchir, ça c'est bon, ça c'est pas bon? Alors, par rapport à ta question de base, oui, est-ce que je peux me sentir bien si je mange des produits transformés, industrialisés, des barquettes? Pour le moment, la personne, si elle est dans ses TCA, elle ne connaît que ça. Et s'il le faut, on fait des exercices de pleine conscience sur la barquette. Parce que si elle fait de la pleine conscience sur la barquette, elle va s'apercevoir que sa barquette, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, ce qu'il faut entendre, c'est que je change mon point de vue. C'est-à-dire, au lieu de manger sainement pour soi-disant maigrir, donc ce qui n'est pas manger sainement, c'est manger contrôlé. Ça n'a rien à voir. Tu sais, regarde, hein, ces nanas qui mangent par exemple des galettes de riz H24, qui vont bouffer, alors c'est des petits appétits d'oiseaux, soi-disant, alors qu'en fait elles ont la dalle, mais bon, des petits appétits d'oiseaux, avec une feuille de salade, une demi-tranche de jambon, je ne sais quoi. Ok, l'assiette est toute petite, il n'y a rien à l'intérieur. C'est pas manger sainement, ça. Où est-ce que j'ai des apports nutritionnels intéressants? Où est-ce que j'ai des bons gras? Où est-ce que j'ai des choses qui vont nourrir mes neurotransmetteurs? Nulle part. Sauf que dans son cadre à elle mange sainement pour perdre du poids. Ok. Entre toi et moi, manger sainement, c'est rapporter des choses qui nutritionnellement vont servir à ton corps pour produire de l'énergie. Mais quand tu es dans cette dynamique, c'est que tu t'aimes. Tu manges sainement dans le but d'apporter des apports nutritionnels, d'apporter des bonnes choses à ton corps pour qu'il fonctionne de manière optimale. Et là, je suis dans une notion d'amour pour moi-même. Donc, au bout d'un moment, l'idée de je mange sainement pour perdre du poids ou je mange des barquettes parce que pour le moment, je ne connais que ça. Eh bien, à un moment, dans le processus, à coup sûr, la personne va te dire « J'ai lu que pour, par exemple, ne plus avoir la peau qui gratte ou il paraît que le poisson, c'est bon. » Ah, mais qu'est-ce que je pourrais manger à la place, par exemple, parce que je m'aperçois que mon paquet de gâteaux de je sais pas quoi, là, c'est pas bon. Au bout d'un moment, je mâchouille ce truc, hein, tu sais, tu fais des exercices et tout, ok, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que... Ah bah, tiens, et si je faisais le gâteau yaourt de ma maman? Ah bah oui, très bonne idée. Et au bout d'un moment, ok, mais quelle farine serait... Et en fait, les questions viennent d'elles-mêmes. Parce que si tu veux, justement, la personne est en train de déplacer sa vision du monde, la vision qu'elle a de son assiette et de l'alimentation. Donc, ça vient tout doucement. Tu vois? Okay. Et en fait, c'est quasiment systématique, quasiment. Après, tu as dû constater aussi que si tu as plutôt des personnes dans l'anorexie et la boulimie, ces personnes-là, quand tu discutes avec elles, elles sont très, 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 très au fait de ce qui est intéressant de manger ou pas. Elles ont quand même des notions en nutrition. D'ailleurs, elles te parlent de calories, elles te parlent de carbone, elles utilisent des mots du jargon nutri-diète parce qu'elles se sont penchées sur le sujet.
Donc, il y a déjà, mine de rien, un terrain, quand même. Mais sur la barquette, tu es obligé de commencer comme ça. Et la personne en éducation, là, tu joues ton rôle de naturopathe. Vous savez, vos barquettes, vous achetez où, dans tel supermarché. D'accord, bah, dans ce supermarché, vous avez aussi un rayon bio. Vous pouvez aller voir, vous allez trouver des citrons bio, vous allez trouver, ok. Et puis là, la personne va commencer à se balader dans les rayons. Puis même au supermarché, elle va trouver des graines de chanvre, elle va trouver des machins. Tu vois, sans forcément changer le lieu de sourcing. Ok. Et puis, ah ouais, on va en marché, on achète le poulet rôti qui baigne dans le gras avec, tu sais, les pommes de terre, tout ça. Ok, bah à côté, ah, il y a un monsieur qui fait des tomates. Bah tiens, je vais prendre des tomates. C'est pas compliqué, vous la coupez en 4, la tomate. Tu peux mettre de la mayonnaise? Oui. Commencez comme ça. Puis après, tiens. Et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Toujours. Je suis d'accord. Et en même temps, Ouais. par exemple, un conseil tout basique où les personnes peuvent mettre ce qu'elles veulent dedans, mais quelque chose qui marche comme première où on peut visualiser un progrès rapide, c'est quand les personnes mangent un petit peu plus de protéines et plus de protéines au petit déjeuner, elles se rendent compte du jour au lendemain qu'elles ont beaucoup moins de compulsions. Donc est-ce que c'est ok pour toi de dire ça dès le premier rendez-vous en fait? La première chose que je leur dis au premier rendez-vous, c'est ce que vous bouffez, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un flic, moi. Je suis pas là pour savoir ce que vous avez dans votre assiette. Ok. Et ça dure pendant un certain temps, jusqu'au moment de l'installation du journal. Et souvent, l'installation du journal permet à la personne de prendre conscience. Ça, c'est un truc, le journal. Prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans son assiette. Et moi, je leur dis à chaque fois, je m'en fous du contenu. Hein. Mais elle voit. Oh là là. Il n'y a jamais de fruits, il n'y a jamais de tout ça. Par contre, moi, en tant que naturo, je vais quand même vérifier lors de la première séance. Je leur fais forcément, tu sais, un focus, en fait, un point sur... Et effectivement, je vais vérifier qu'est-ce qui me manque comme nutriment. Moi, je le vérifie. On va le vérifier, bien sûr. Ok, bah ça, je vois qu'il n'y a pas trop. Ça, je vois qu'il n'y a pas trop. Donc, je vais leur redonner des autorisations. Souvent, j'utilise le mot. Vous êtes autorisé à manger ça, hein, vous savez? Vous êtes autorisé à manger ça. Ok. Donc ça, je le vérifie. Et au bout d'un moment, toi, tu peux lâcher des choses. C'est quand même vachement intéressant, vous savez, de faire comme ça. C'est simple aussi d'avoir des tomates et d'avoir des concombres et d'avoir tout ça. Ou c'est simple aussi. Mais si tu veux, quand tu leur proposes, c'est une bonne chose ce que tu dis. C'est même pas une bonne chose. Effectivement, c'est vrai. Mais si la personne, le matin, son seul plaisir, c'est de manger ses tartines avec son sucre, avec sa confiture, pourquoi aller créer un stress? Tu vois? L'idée, c'est de se dire au bout d'un moment, d'accord, une fois que je vois que tout doucement, elle a quitté. Parce que, en gros, si tu veux, en faisant cela, tu viens poser ta règle. Or, elle doit créer ses règles. C'est pour ça que si tu veux, ce que tu peux prendre dans la nature, oui, tu vérifies les nutriments. Oui, après, ce qui est super intéressant chez nous, c'est la respiration, la cohérence cardiaque, vérifier au niveau du sommeil ce que ça peut donner. Effectivement, ce que je vais apporter peut-être au départ en phyto, en complément alimentaire, etc. La marche, la respiration, l'actinologie, tout ça, la balnéo, le machin, les massages et tout ça. Qu'est-ce qu'on ramène de ce côté-là? Et déjà, tu vois, en recréant en fait ce contact avec le corps, une vision du corps qui commence à être différente. Je dois prendre soin de mon corps parce que c'est une machine merveilleuse. Moi, je leur fais définir le corps. C'est quoi le corps pour vous? Ça sert à quoi? Donc, si tu veux, je vais leur faire écrire ça. Quelle est votre définition? Ça sert à quoi? Ça sert à rien? Ben si, ça sert à aimer, à voir, à aller travailler. Ok, alors, super. Ça marche bien, non? Ouais, ça marche bien en fait. C'est bien, c'est intelligent, tout. Ah ouais. Et tu vois, les idées viennent au fur et à mesure en disant, mais alors si mon corps, ça me sert à ça, à aimer, ça me sert à dormir, ça me sert... Ou tu leur dis, tu reprends, ok, vous faites ça, vous adorez faire du vélo, ça vous sert à faire du vélo. Ah ouais, c'est bien. Et ben il faut de l'énergie pour faire du vélo. Ah ouais,
ok. Et ben l'énergie, alors, vous savez, il y a des trucs cool pour ça, en fait. Bien dormir. Puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'assiette pour avoir plus d'énergie? Tu l'amènes comme ça. On détourne toujours jamais en frontal sur l'alimentation. Ok. Tu vois? Je pense que mes premières clientes en accompagnement des TCA vont rigoler. Non, mais ce que tu fais est très bien. N'oublie jamais ça. Tu fais ce que tu fais est très bien. C'est pas parce que moi je dis ça, tu Oui. vois? Encore une fois. Et puis, j'ai l'impression, je pense qu'il y a plein de cas et plein de causes de TCA aussi, mais j'ai l'impression que la malbouffe agit sur le fait d'avoir des compulsions, d'être... Oui. etc. Et que parfois, les causes, c'est aussi... Ça dépend des gens, mais en tout cas, moi, je pense que c'était aussi un petit peu mon cas à certaines périodes de ma vie. La malbouffe appelait la malbouffe. Et j'avais pas forcément de stress ou de manque d'amour de moi-même. C'était juste aussi des mauvais comportements alimentaires. Et si j'avais eu plus de connaissances en nutrition à la base, j'aurais pu aussi couper... Donc, c'est peut-être aussi des raccourcis et peut-être que... Voilà, mais Alors, en fait, ton expérience à toi est valable. La manière dont tu as avancé par rapport à ça est valable. Et c'est pas, tu vois, il n'y a pas une seule voie. Moi, effectivement, si tu veux, je mets de la PNL dedans, tu vois. Donc, dans l'approche, forcément, je vais être un peu différente. Et mon questionnement, d'ailleurs, c'est tout le sujet de notre positionnement à nous en tant qu'accompagnants, c'est que c'est le questionnement qui va amener la personne à réfléchir. Et ok, bah tiens, ça c'est intéressant, effectivement, vous avez raison. Donc, voilà. Et tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, tout ça? Donc, en fait, ton approche est très bien. Il n'y a pas de problème en soi. Il n'y a pas de protocole. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de véritable protocole. Moi-même, je n'en ai pas. C'est-à-dire que je sais jamais comment ça va partir. Je sais jamais les exercices en sortant le premier jour. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne? Tu vois, je parlais du journal alimentaire, mais des fois, je le mets en place, mais des fois, peut-être 5 à 6 séances après. Parce qu'au début, j'ai besoin de dégrossir un petit peu. Il y a beaucoup de choses sur le plan émotionnel à retirer un peu, et d'aller dans le journal, c'est trop tôt. Tu les sens fébriles, donc ok. Donc, ton approche est valable, il n'y a pas de souci. Dis-toi juste à un moment, moi, dans mon positionnement, à quel moment, dans ma suggestion, je vais créer une règle chez l'autre? Et évidemment, l'autre, il faut toujours lui dire, vous êtes en capacité de me dire non si ça ne vous convient pas. Parce que c'est vraiment le jeu de l'alimentation consciente. Bien sûr, tu as raison que la malbouffe entraîne la malbouffe, mais tu peux aussi aller vers des notions de cuisine. Peut-être que vous ne savez pas cuisiner. Je vais vous envoyer des chaînes YouTube, des trucs super sympas pour apprendre à cuisiner. Bien évidemment, tu as ta batterie de chaînes de cuisine que tu as toi-même validées, et où la personne fait par exemple des recettes sympas. Je pourrais t'en donner si tu veux. Et la personne fait des recettes sympas, et bizarrement, ce sont que des produits que toi et moi, on va dire nutritionnellement sains. Ah ouais, pour faire un gâteau comme ça, ok, c'est cool. Bah tiens, j'essaye ça. C'est fun, c'est sympa, il y a des couleurs, la personne est souriante. Ah bah je vais vous envoyer ça si vous savez pas cuisiner. Ça va vous aider. Et si vous le faisiez vous-même dans la barquette, qu'est-ce que vous mangez souvent? Les pâtes à la bolognaise. Bah vous pouvez les faire vous-même, ça. C'est simple. Et que tu glisses, tu vois. Ok. Je voudrais qu'on passe à un deuxième gros sujet. C'est comment on gère ou on guérit la relation à la famille quand, par exemple, les parents, les mères, les grands-mères, qui sont elles-mêmes victimes de la diète culture, du coup, nous victimisent un petit peu à notre tour. Hein. Voilà. Je vais pas donner d'exemple, mais j'en ai quand même des personnels, et même parmi les clientes que j'accompagne, c'est souvent le cas aussi. Hein. Cette peur de grossir de génération en génération. Dans les témoignages que j'écoute dans d'autres podcasts, c'est pareil. Donc, comment... Est-ce que c'est une question que tu abordes, toi, en consultation? Alors ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que, bon, ça va dépendre de l'âge de la personne souvent. Hein. Quand on m'emmène des adolescentes, j'ai besoin de voir la maman toute seule. Parce que j'ai besoin effectivement de comprendre ce qui se crée dans cette dynamique de mère-fille, tu vois. Alors moi, j'ai une relation avec la victimisation
qui a évolué bien évidemment et avec ce que j'ai pu en comprendre. D'ailleurs, tu as amené la question en disant les personnes qui sont victimes d'eux. Alors, pour moi, la grossophobie ou la diet culture, tout ça, n'existe qu'à partir du moment où tu le veux bien. Pour moi, la grossophobie n'existe pas et la diet culture n'existe pas. Je m'explique. Tu remets la responsabilité pleine sur les personnes, quoi. Oui, c'est-à-dire que en gros, il y a un moment donné où, bien sûr, ça a existé. Ce que tu as pu avoir comme rapport avec tes aïeux, ça existe, il n'y a pas de souci. Les problématiques qu'ont pu rencontrer, donc on va prendre un cas général d'une personne qui va vivre dans une famille où visiblement la maman, les femmes ont peur de grossir. Ça existe. Je ne remets pas ça en question. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes. Le rapport au corps, encore une fois. Visiblement, je ne suis qu'un corps. C'est très réducteur, tu vois, c'est ce que je te disais au début. Je ne suis qu'un corps, mais j'ai décidé volontairement que je n'étais qu'un corps. Bon. On va le transmettre par des comportements. Les enfants regardent. Ok. D'accord. On est enfant. Malheureusement, on est malléable. Tous les enfants, à un moment donné, ont cette prégnance en fait des parents, c'est normal. Tu vas prendre leur névrose, les trimballer avec toi. Mais à un moment donné, il y a le fait que tu es grande, on est grand, on devient adulte et on a la capacité de réfléchir. Donc ça veut dire que je suis capable de statuer sur ce qu'on veut me léguer, les valises avec lesquelles j'arrive et que je peux déposer sur le bord du chemin. Et ça vaut pour le regard général sur la grossophobie. La grossophobie n'existe qu'à partir du moment où tu lui donnes une existence. Alors c'est probablement très violent ce que je suis en train de dire, peut-être très dérangeant ou très piquant, mais j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ne souffrent pas, qui sont obèses et qui ne souffrent absolument pas de la grossophobie. Dans leur monde, ça n'existe pas. Comme elles ont décidé que ça n'était pas un problème, je vois ces femmes s'épanouir, avoir des amants, vivre des choses merveilleuses, être sexy, hyper élégante, hyper assumée. Jamais de réflexion sur leur poids. C'est des femmes à qui on dit « j'aimerais te ressembler, tu es inspirante, tu es belle ». Moi-même, je peux dire « waouh, t'es ma queen ». Je pense à quelqu'un là qui me vient. Elle est, mais jamais je ne la regarde par rapport à son poids. Parce pour elle, c'est pas ça qui la définit. Tu vois, je te parlais du « je suis » tout à l'heure. Elle n'est pas que ça. Et elle n'est pas de ça du tout. Donc, ça veut dire que d'une part, ça existe, d'accord ? Ça veut dire que du coup, j'ai décidé que ma vision du monde n'était pas tournée autour du poids et de la vision du gros, de l'obèse, ok ? Donc, si certaines y arrivent, ça veut dire que d'autres vont s'accrocher à ça. Quand tu deviens adulte, tu as été victime tout le temps de ton enfance, nous sommes d'accord. À un moment, tu peux dire, ok, stop. Moi, j'arrête cette victimisation. Et le rapport que j'ai à ça, c'est ok, je regarde ça avec un œil bienveillant. J'ai envoyé beaucoup d'amour à ma maman parce que je pense qu'elle l'a souffert et qu'elle souffre probablement encore. Donc je vais penser à elle avec beaucoup d'amour. Parce qu'en plus, je sais que c'est douloureux. Mais moi, je vais quitter ça. À un moment donné, en tant qu'adulte, je m'adresse à ma mère comme à une adulte. Maman n'est plus maman, je ne suis plus l'enfant. Nous sommes adulte à adulte. Et dans ma décision d'adulte, je ne laisse plus passer ça. Tu vois ? Bon, ça c'est une réflexion. Si tu veux, il faut amener la personne, ton consultant, il faut l'amener à aller vers ce cheminement-là. Vous êtes un individu à part entière, adulte et responsable. Si vous souffrez de ça, c'est que vous le décidez. Ou parce que ça vous donne un sens à l'existence. Tu vois ?
J'existe au travers de cette souffrance. Ok. D'accord. Merci. De rien. Ce matin, je suis tombée sur un post Instagram de Corps Cool, @Corps Cool si vous voulez aller voir, qui s'intitulait je n'ai aucun problème avec la glorification de l'obésité et des corps gros, et que l'argument oui mais vous êtes obèse donc c'est mauvais pour la santé, donc arrêtez de promouvoir ça comme si c'était quelque chose de bien d'être obèse, alors que c'est scientifiquement prouvé maintenant qu'on peut détacher en fait le poids de l'aspect santé, qu'on peut être en santé et avoir un corps gros, et que finalement ça peut être complètement ok, et que quand bien même voilà on a le droit sans être pointé du doigt. Donc toi en tant que naturo et en tant que personne travaillant dans la santé, comment est-ce que tu abordes cette question, voilà. En gros, si je comprends bien, dans ce post, l'idée c'est que le fait de tolérer, de dire ok, il peut y avoir des personnes qui sont en plein fonctionnement, le corps fonctionne bien, l'organisme va bien, mais leur aspect physique serait de l'ordre de l'enrober jusqu'à même éventuellement des poids, jusqu'à l'obésité. En gros, c'est ça. Bon, alors, dans l'idée, donc ce serait valider les deux, ce serait faire une association d'idées. Tu vois, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on brise le code. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne de manger sainement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne, quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui a du poids, qui serait enrobé ou jusqu'à l'obésité, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça sous-tend ? Qu'est-ce que ça entraîne ? C'est quoi l'idée qui vient ? Ouais, cette personne, elle mange mal, elle bouge pas, c'est une feignasse, machin, nanan, tu vois, tout ce qui peut être associé, finalement, à cette image-là. Donc, si je comprends bien, l'idée de ce post, ce serait de dire maintenant, on peut associer des physiques, des personnes ayant du poids, des personnes grosses, des personnes obèses, et on peut dire, ok, elles sont grosses, mais elles sont en santé. C'est ça, hein ? Ouais. Ce serait ça ? Et Ok. Et le fait de tolérer cette association d'idées irait vers la glorification du corps en surpoids. Ouais. C'est ça ? Je pense aussi à une conversation que j'ai eue avec une copine où on parlait un petit peu de juste d'acceptation de toutes les formes de corps, et que je crois qu'on parlait de ça par rapport à l'inclusivité dans la publicité, l'inclusivité de tout type de morphologie dans la publicité, que quand on fait des pubs avec des personnes grosses, elle disait qu'en fait il y avait une limite entre offrir un espace et une représentation, et ce que ma copine disait, c'est qu'en gros il fallait pas que les enfants par exemple pensent que ce soit ok d'être gros, et parce que c'est dangereux pour la santé finalement d'être gros en fait, alors que pas forcément, et que cette peur aussi peut entraîner les problèmes qu'on connaît, quoi. Alors là, l'histoire, c'est de déconstruire un petit peu les idées reçues. Et c'est compliqué parce que nous avons bien évidemment des études scientifiques, on en a pléthore, il y en a qui sortent tous les jours, qui nous parlent bien évidemment de stéatose hépatique, de diabète de type 3, de fibrose, de tout ce qu'on veut, de NASH, qui nous parlent de SOPK, qui nous parlent, d'un tas de maladies, de néo-maladies qui sont dues, eh bien, oui, à des excès de sucre, de gras, de ça, etc. D'accord. Indéniablement et indubitablement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le choix de la nourriture. Parce qu'évidemment, si je passe mon temps à manger des choses pleines de gras et pleines de sucre, au bout d'un moment, je vais avoir des répercussions sur le corps. D'accord. Des répercussions de l'ordre du dysfonctionnement et donc de la maladie. Ok. Malheureusement, les gens font encore justement trop ce biais entre je suis gros, qu'est-ce que ça veut dire être gros ?
Dans ton mesurable et dans mon mesurable, c'est probablement pas la même chose. Donc, à quel moment on décide que une personne grosse est susceptible d'avoir des problèmes de poids? Moi, si la nana, elle fait un 46, je vais peut-être pas forcément m'inquiéter. Si elle fait un 58-60, là, je vais me dire, aïe, 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 là, ok, là, j'ai forcément des choses dessous. Et pour autant, si ça se trouve, la nana qui fait du 44-46 va avoir plus de répercussions dysfonctionnelles que celle qui fait du 58. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est individu dépendant. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, métabolisme, machin, nanan, etc. On ne sait pas. D'accord? Bon, donc là, dans l'idée, ça veut dire quoi? Une personne grosse, si on est dans la glorification des corps qui sont gros, c'est ce que je te dis, qu'est-ce que ça veut dire gros? Et de dire, si on glorifie ces corps-là, ça sous-tend qu'on valide le fait qu'il va y avoir des maladies et des problématiques de santé. Mais je suis désolée, moi je connais des gens qui sont épais comme des couteaux et qui ont du cholestérol et des triglycérides. La minceur ne sous-tend pas, la minceur ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Je suis désolée, tu es bien placé pour le savoir, en dessous d'une IMC de 17, j'engage ma survie. J'engage des organes qui ne fonctionnent plus. Donc moi, j'ai simplement envie de dire à ces gens, je suis désolée, mais quand tu arrives à 40 balais, t'as pas tes règles, t'as déjà des bouffées de chaleur, t'as les cheveux qui tombent, t'as la peau toute ridée, parce qu'en fait, t'as passé ta vie au régime, rien bouffé, et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, et que même en allant plus loin, 50, 55 ans, la ménopause, c'est l'enfer. Ostéoporose, tout. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat uniquement de « je me suis sous-alimentée pour rester mince ». Et alors les répercussions plus tard, bonjour. Donc c'est être en santé ça? Non. Donc à un moment, l'idée c'est, dans ce poste-là, je pense, c'est déconstruire toutes ces associations d'idées qui vont dire être mince, ça veut dire je suis en bonne santé, être gros, ça veut dire je suis en mauvaise santé, être gros, ça veut dire que je suis un gros sac qui bouge pas sur mon canapé et qui regarde Netflix. Non, en fait c'est ça, c'est justement déconstruire ça, avoir une légère ouverture d'esprit pour dire finalement tous les corps sont acceptables et en l'état et sur l'instant T, dans une affiche et une publicité, cette jeune fille ou cette femme-là, parce que on peut aller vers le jeunisme, il n'y a pas que ça, je veux dire, moi dans l'avancée en âge, je commence à regarder maintenant des mannequins qui ont 60 ans, qu'on dénude et qui forcément n'ont plus le corps avec la peau qui tient de la même manière que quand t'as 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va pas la mettre sur la photo parce qu'à 60 ans, quand t'as la peau qui tombe, ça veut dire que t'es en mauvaise santé. Faut arrêter les gars, en fait, il y a un moment, faut arrêter d'être con. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire on déconstruit un peu ces idées, ce n'est pas le corps, je ne me réduis pas à un corps, les gens ne sont pas qu'un corps, et ce corps-là n'indique en rien l'identité de la personne, quelles sont ses habitudes, ses comportements, et encore moins quel est son état de santé. C'est sûr que si je fais 160 kilos et que je me trimballe avec une bouteille d'oxygène, bon, d'accord. Mais je peux être extrêmement mince, fumer comme un pompier et avoir la même bouteille d'oxygène. C'est pas la minceur qui m'a sauvée, hein. Tu vois? Donc, dans ce poste-là, j'imagine, je suppute, parce qu'encore une fois, je suis peut-être pas au bon endroit, mais je pense que c'est ça que peut-être probablement ils expliquent. Donc après, la glorification du corps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De façon générale, en fait, les gens, et ça, moi, c'est un constat, même en dehors des TCA, c'est les gens sont suffisamment cons pour s'arrêter et tirer des jugements de ce qu'ils voient. C'est tout le truc actuellement de la problématique des réseaux sociaux. Je m'arrête à ce que je vois. Donc je vois un truc super, je sais pas quoi. Donc tu vois, et je me fais tout un tas de broderies et d'histoires derrière la tête. Je veux dire, l'apologie, je ne sais pas moi, des Kardashians, de je sais pas quoi. Enfin, je connais pas ces gens. Mais c'est des images qu'on voit. Donc on voit ces gens, en plus, tu le sais, filtrés, retouchés, etc. Puis on se dit, ils sont parfaits, ils sont machins. Mais qu'est-ce que t'en sais que la nana, elle se fait pas vomir tous les matins, que son mec lui tape pas sur la gueule? Enfin, tu vois, bon, moi, ça me soulève un peu. Ces histoires de dire, finalement, il y a qu'un seul biais cognitif, sensoriel, par lequel je crée ma lecture du monde, et c'est mes yeux. Bouge-toi les yeux, tu verras demain, et quelle est ton approche de la personne en face? Tu vas pas voir si elle est grosse ou pas grosse? Comment tu vas savoir si elle est en bonne santé?
Tu n'as plus ce prisme. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il n'y a pas que la vue, en fait, qui doit être décidée de qui est en face de toi et à savoir si cette personne est en bonne santé, puisqu'on est encore dans le « je suis ». Donc oui, je trouve ça intéressant. C'est pas de la glorification de dire « Ok, maintenant, il faut manger, manger, manger et être grassouillet ». C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que sur l'instant T, cette personne, elle est en surpoids. Bon, on fait avec, en fait. Accepte-le. Puis, en soi, j'ai envie de te dire, en quoi ça te regarde ? C'est pas ton problème, en fait. Enfin, je dis tu à cette personne-là qui pourrait potentiellement dire elle est grosse, donc elle est en mauvaise santé. Mais en fait, occupe-toi de tes fesses. Enfin, comme je le dis assez souvent, quoi. Chacun a son problème. En quoi ça te gêne, en fait ? Oui, donc la conclusion, c'est que faut qu'on arrête d'associer poids comme un facteur de santé, quoi, tout simplement. Si tu veux, et en fait, on en revient même à la genèse du TCA. Qu'est-ce qui fait que tu décides que tu es trop grosse dans ton miroir ? C'est la vision que tu as de toi. Bouge-toi les yeux, tu vois plus. Donc c'est bien, encore une fois, ce biais-là, visuel, de regarder son corps et de considérer que simplement ton regard décide de ce qui est bien ou pas bien. Mais alors c'est pareil, si on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que des yeux, bon sang. On est aussi une pensée, une réflexion. On est aussi de l'analyse. On est doté de cerveau. À quel moment ça fonctionne plus ? Tu vois ? Donc moi je dis ça et tu vois, en fait, cette histoire de corps là, que ce soit la vision de l'autre ou la vision que l'on a de soi, oui, c'est la vision, c'est ce regard, le regard que tu poses à chaque fois. Et quelle signification tu mets derrière ? Et qu'est-ce que tu valides ? La société dit que les personnes minces, je sais pas, une femme, on parlait tout à l'heure des nanas qui sont dans la diet culture. Mais oui, mais pourquoi t'as besoin d'être mince ? C'est ce que je disais au départ. Pourquoi t'as besoin d'être mince ? Parce que les mecs te regardent. Donc ça veut dire que si t'es pas mince, les mecs vont plus te regarder. Donc tu vas finir toute seule comme un chien dans ton appart à 70 balais avec tes chats. Non, c'est bien plus complexe que ça. Mais tu vois, je me réduisais à la vision que l'autre avait de moi. C'est tout, encore une fois. Et j'aurais pu, moi, décider, parce que j'étais une jeune adulte, j'aurais pu, moi, décider de me dire, mais je m'en fiche, en fait. Je ne suis pas qu'un corps. Je suis aussi un cerveau. Je suis aussi des ressentis. Je suis des affinités. Je suis tout un tas de choses, des expériences. Donc quand tu rentres en contact avec moi, ok, j'ai les yeux verts, mais derrière, il y a autre chose. Il y a une nana qui lit, qui bouquine, qui parle aux gens, qui est sociable, qui aime rire, qui aime la vie, qui aime la beauté, qui aime l'esthétique, qui aime l'art, ça pourrait me définir aussi. Oh bah toi qui aimes les musées. Ouais, ok. Ça me va, je sais pas que la meuf aux yeux verts, quoi. Donc, la réduction, qu'est-ce qu'on réduit et qu'est-ce qu'on fait comme association ? Tu vois, c'est toute une histoire d'association en plus, hein. D'idées encore dans le cognitif. Le stéréotype et ensuite derrière la discrimination. C'est le plan d'après. Ouais. Stéréotype et discrimination, c'est ça. Ouais. Oui, la grossophobie existe aussi vraiment par les discriminations. Pour le coup, quand tu dis la grossophobie n'existe pas en tant que discrimination et que oppression systémique pour les personnes qui sont grosses, par contre, c'est existant. Il y a des gens qui vont avoir ce mode de pensée. Mais moi, quand je dis que ça n'existe pas, c'est quand toi, tu décides de dire « Je ne suis pas concernée par ça. » Tu veux dire que les gros sont des lymphatiques qui foutent... Ben, je m'en fous, en fait. C'est pas ma croyance. Et si, en plus de ça, toi, quand tu viens à moi, tu te permets d'avoir ce genre de discours, mais trace, en fait. Ton énergie ne m'intéresse pas. Ta façon de voir le monde ne m'intéresse pas. Ne viens pas. Et puis alors, en plus de ça, je ne vais même pas te donner le loisir de te laisser serait-ce qu'un bout d'oreille de ton discours, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas, tu n'es pas intéressant. Et donc, moi, je fais ma vie avec toutes les possibilités qui existent autour. Tu vois ? Donc, ça n'existe pas, ça n'existe qu'à partir du moment où tu mets ton focus dessus, où tu mets ton intérêt dessus, où tu rentres en résistance avec ça.
moi, je mets mon énergie ailleurs, sur découvrir la vie, voyager, rencontrer des gens qui me tolèrent comme je suis. Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Il y a plein de gens qui se fichent de savoir si t'es maquillé, pas maquillé, sapé, pas sapé, je sais pas quoi, qui vont aller chercher ta richesse intérieure. Et il y en a plein qui vont s'intéresser à toi parce que, ah tiens, tu fais du piano, moi aussi. Et qui se foutent de savoir si tu as 10 kilos en trop. Ah cool, ben, tu sais, moi j'adore l'Asie. Ah ouais, génial, moi aussi je suis passionnée par les mangas. Ah ouais, et ben, il y en a plein des gens comme ça. Pourquoi? Donner du crédit, si tu veux, voilà, c'est pour ça que je te dis, ça existe à partir du moment où la souffrance, ce qui en découle, c'est c'est le oui mais. Ça m'empêche de. Non. Personne n'empêche rien. C'est la considération et l'importance que tu vas donner à ces propos-là. Si tu leur donnes de l'importance, oui, la grossophobie existe. Si tu dis, ok, moi ça ne m'intéresse pas, en fait, ok, je veux regarder des gens intéressants. Et ben du coup, ça n'existe plus. Non, ce que je voudrais juste préciser, c'est la différence entre grossophobie que vivent les personnes grosses en termes de discrimination, par exemple au travail, Oui, etc. je comprends, Et les tout à fait. injonctions à la minceur, dont c'est ça qu'on est plus en train de parler. Je vais juste préciser ça. Ouais. En quoi l'approche naturopathique pour traiter les TCA, enfin pour accompagner les TCA, peut ne pas impliquer d'injonctions et de restrictions. Donc c'est un petit peu voilà, l'inquintessence des premiers chapitres de Nutrizen. Qu'est-ce qu'il y a dans la naturopathie d'intéressant pour aider dans les TCA? Alors, le TCA, il faut donc se dire que le TCA, l'alimentation, à ce moment-là, va répondre à une peur qui peut être la peur de grossir, donc que ton corps se modifie, ou la peur de manger quelque chose qui va t'empoisonner, etc., etc. Donc, s'il y a une peur, ça veut dire que derrière, il y a bien évidemment une certaine quantité de ressentis désagréables associés à la peur. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est que qu'est-ce que toi, en tant que naturopathe, tu vas pouvoir apporter à la personne pour que la peur, le mesurable de la peur, ce que j'appelle le mesurable, c'est effectivement le ressenti de la peur commence à redescendre. Bien évidemment, la peur étant une émotion, nous parlons donc du corps. Donc moi, en tant que naturo, j'ai plein de techniques qui permettent de redescendre dans le corps et d'apaiser le ressenti au niveau du corps. Tu vois ? Donc, dans la naturo, tu vas travailler en dehors de l'alimentation. Tu vas travailler, bien évidemment, la qualité du sommeil, la respiration et le mouvement. Donc, au départ, en fonction des gens, peut-être que certains, ils peuvent pas faire beaucoup de sport, mais ils peuvent déjà commencer à sortir, se balader, etc. Donc, tu vas parler de choses très, très simples. Hein. Respirer. Ensuite, défocaliser, ça veut dire les activités extérieures. Qu'est-ce que je peux faire pour moi être bien ? Donc les huiles essentielles, tu peux utiliser. Faire des massages, tu peux utiliser. La réflexo, la balnéo, tout ce qui a rapport à l'eau, généralement ça se passe bien ça. Tout ce qui va apaiser en fait autour de ça. Donc en tant que naturo, tu vois, t'as plein de techniques comme ça. Les automassages, le massage à la brosse, par exemple, tu sais, le sec. Le brossage à sec, plein de techniques en fait qui vont ramener au corps et qui du coup, si tu veux, en étant dans cette dynamique-là, vont abaisser la peur, le ressenti de peur, j'entends bien, le ressenti de peur et commencer à faire en sorte que je m'occupe de mon corps, je m'occupe de moi. Je suis plus en focus sur la réflexion de la collègue là, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Non, moi je me passe de la crème, Oh, vous avez mal aux jambes, tu vois, parce que la personne peut-être j'ai mal aux jambes ou tout ça. Bon, ok, on va faire une préparation d'huile essentielle avec sur une base d'huile d'amande douce, puis je vous propose tous les soirs de vous masser les jambes. Ok, puis vous commencez. Donc tu vois, toi t'amènes en fait tout ça. Le massage lymphatique, on commence comme ça, vous commencez par la cheville, etc. Vous pouvez masser vos membres, vous faites-le 2 fois par jour, tout, tu vois. Et en fait, dans cette idée, en tant que naturo, tu es full de choses. Travailler sur l'hydratation. Toi, tu n'es même pas obligé de rentrer dans l'histoire de la bouffe, mais tu peux aussi travailler sur l'hydratation. Buvez correctement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour boire un petit peu plus et tout
ça. Puis tu peux expliquer ça de manière complètement détournée. Boire de l'eau, c'est plus intéressant parce que au niveau du rein, bah tiens, ça va vous rapporter, le matin, vous êtes un peu fatigué, vous allez sentir plus de tonus tout de suite. Et t'es pas dans le poids, là. Tu vois? Donc il y a tout ça, puis après, fleur de bac, après toutes les méthodes un petit peu relatives aussi pour relaxer, quoi. Relaxer un peu les idées, donc la fleur de bac fonctionne assez bien. Le travail sur tous les neurotransmetteurs, bien sûr. Donc on regarde où on en est sur GABA, sérotonine, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre en naturo? Il y en a pas mal là déjà. Oui. Après, c'est un petit peu la synergie des plantes De et tout. peut-être Oui. éventuellement de compléments alimentaires, de micronutrition, de cure. C'est ça. Souvent aussi, il y a des troubles digestifs quand même qui sont associés. Ouais. Donc, Et ça, en fait, c'est justement par là que tu peux commencer à attraper le truc. Ah, vous savez, pour soulager le ventre, c'est bien. Les flocons d'avoine, tout ça. Vous connaissez les porridge? C'est cool. Vous pouvez, tu vois, moi j'avance comme ça en disant, mais vous savez, on peut mettre du beurre de cacahuète, c'est bon ça? Ah ouais, c'est bien. Ok. Et puis mettez des fruits rouges. Ah oui, des fruits rouges. Bon, moi, tu sais, chez nous, donc vous allez chez Picard, acheter des framboises. Tu vois, et au fur et à mesure, tu sais, t'avances. Et en fait, tu vois, les nutriments, tu vas les mettre. Hop. Puis le porridge, c'est sympa. C'est doudou, c'est un peu roboratif. Ah ouais, j'aimais bien quand j'étais petite. Bon, allez. On essaye de faire ça. Puis ça va calmer votre ventre, parce que j'ai des polyphénols, parce que tout ça, tu vois. Donc, pouf. Tu parles dans la naturo, là. Ok. Tu vois? Ok. Donc, on a plein d'outils. J'ai une question quand même qui est revenue plusieurs fois dans mes messages de personnes qui veulent faire ta formation. Ils veulent faire la formation que Louise Brenner a faite. Alors, est-ce que tu vas la ressortir? Donc, elle est plus disponible parce que du coup, naturopathe ferme. Oui. Mais je ne sais pas. En fait, ça va dépendre des demandes, parce que mettre en place une formation, je pourrais pas le faire comme a fait Nana sur une plateforme de e-learning. Donc, je peux éventuellement vendre ma formation. Ça, oui, je peux le faire, mais en fait, voilà, il y aura pas nécessairement, il y aura les vidéos. Je peux transmettre tout ce que j'ai fait, ça existe toujours. Mais il y aura pas de groupe interactif Facebook comme tu as pu avoir pour poser tes questions ou ce genre de trucs-là. Donc ça va être une formation après. Voilà. Donc je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait suffisamment de demandes. Si c'est 3-4 personnes, 3-4 personnes qui se courent après, je le ferai pas nécessairement. Bon, en fait, ce que j'invite les gens, si tu as eu ces questions-là, à se manifester, puis je verrai ce que je fais. Ok. Je verrai ce que je fais à ce moment-là. Ok, ça marche. Avant de conclure, est-ce que tu souhaites parler d'un projet dont tu as envie de faire la promotion pour pouvoir profiter des retombées de ce podcast éventuellement? Tu es gentil. Par exemple, tu es gentil. il y a quelque Oui. chose sur lequel tu communiques en ce moment, donc peut-être que tu vas en parler. Oui. Ah, c'est très gentil de ta part. Alors, en fait, je travaille avec une photographe qui s'appelle Émilie Minari, et donc on a créé un magazine qui s'appelle Hors Cadre, qui s'adresse effectivement à toutes les personnes à qui on parle, qui est donc très très inclusif sur sa manière de voir la féminité. C'est drôle parce que justement, là, tu vois, on parlait du focus et de la vision. Et en fait, il y a un sujet là dans le nouveau magazine. Donc le premier magazine de janvier de Hors Cadre était gratuit, et là, depuis le mois d'avril, il est payant. On est aux alentours de 165 pages de contenu unique. On a été compté dans Vogue et Cosmo, tu vois, le nombre de pages sur, par exemple, on avait pris des magazines autour de 200 pages. T'as 70 pages de contenu, le reste, c'est que des annonces. Et nous, là, on est sur 165 pages, c'est que du contenu. Il y a aussi des travaux pratiques qui tournent autour de la psychologie positive, tu vois. Moi, je viens faire poser des questions, travailler sur pas mal de sujets. Donc voilà, c'est très gentil de ta part. Hors Cadre est disponible sur mon site internet. Et donc, le premier numéro est toujours téléchargeable gratuitement. Et le second est au prix de 25 € parce qu'on y a passé 3 mois de travail quand même. Donc voilà, si les gens sont intéressés pour travailler encore une fois de manière indirecte, ça peut être justement très complémentaire à ton travail à toi, par exemple.
parce qu'on aborde les sujets autour de la femme, autour du pardon, autour de la vision du corps, autour des complexes. Donc voilà. On est sur ces sujets. Après, il y a de la mode, il y a des petites histoires, il y a des recettes de cuisine. Voilà, tu vois, il y a de la bouffe, il y a de la beauté. Donc c'est un magazine féminin, mais qui touche quand même des sujets de psychologie dont on parle toutes les deux, tu vois. Donc voilà, ça tourne autour de ça aussi. Top, ça a l'air super intéressant. Je vais aller voir et je mettrai le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup Delphine pour cette conversation. Merci beaucoup aux auditeurs, auditrices d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, merci à toi Louise, j'étais ravie. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si vous voulez aller dévorer le podcast de Delphine qui s'appelle Campagne Naturo, vous pouvez retrouver son esprit rebelle et sa façon franche de parler sur tous ces sujets-là. Voilà, je vous conseille à fond ce podcast qui est une très belle ressource. D'ailleurs, je vais la conseiller à mes clientes. Voilà. Merci Louise, c'est très gentil. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous. Bonne journée, merci.